Jusqu'au fond. Donc moi je m'appelle Manuel Serriuli, je suis psychomotricien à l'hôpital Léopold Bellan, Paris 14e. Ils ont ouvert un service de gérontologie gériatrie. Je travaille en UNPG, unité neuro-psycho-gériatrique. Il s'agit du court séjour en fait pour accueillir des patients Alzheimer et maladies apparentées qui ont des troubles du comportement aigus, des troubles psychocomportementaux vraiment en crise en fait. Je travaille aussi en UCC, unité cognitivo-comportementale, où là les patients sont accueillis en moyen séjour, c'est-à-dire de quelques 2-3 semaines jusqu'à 6 semaines, pour essayer de stabiliser leur état. Et je travaille aussi en service de gérontologie, réadaptation gériatrique, prothèse de hanche, lutte contre les chutes, etc. Et en court séjour, gériatrie pour faire du bilan, pour orienter ensuite la suite de l'hospitalisation, le retour à domicile. Donc je suis aussi le coordonnateur de l'unité européenne de formation permanente, ISRP, pour le pôle géronto-psychomotricité. Donc je ne vais peut-être pas vous parler de ça ce soir, ça vaudra le coup de faire une autre soirée pour développer toutes les formations qu'on a mis en place. Il y a des catalogues, vous avez le site ISRP, site UFP, vous pourrez tout retrouver. Voilà, c'est déjà pas mal ça. Donc après avoir entendu en fait le plan Alzheimer et maladies apparentées, comment ça se passe dans les équipes avec beaucoup de recul, moi je vais vous parler du terrain, de la clinique, comment ça se passe dans les couloirs et dans les chambres. Ce que vous connaissez tous, hein, ce que je vais vous dire, vous le connaissez déjà. Le contexte, les troubles psychocomportementaux. Parfois précurseurs à l'apparition d'un syndrome démentiel, ils doivent pratiquer une évaluation des fonctions supérieures, qu'on appelle fonction cognitive ou fonction intellectuelle, hein, c'est un peu la même chose. Alors, c'est présent chez 80% des personnes présentant un syndrome de type démentiel. 80% des déments, des patients Alzheimer. À divers degrés, évidemment. Hein. Souvent responsable de l'épuisement des aidants principaux, aidants familiales, voire amis, voire voisins. Alors, ils peuvent conduire à des maltraitances, par malinformation, on va dire, par épuisement, et à une institutionnalisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut les connaître. C'est tout simple, hein, mais il faut les connaître, les prévenir, et quand on les connaît, on peut peut-être les reconnaître. Très important de les reconnaître. Il faut les prendre en charge. On a des troubles psychocomportementaux dits négatifs, comme l'apathie, je marque entre guillemets la régression. Hein. Ralentissement psychomoteur, la perte d'initiative, le repli. Et des troubles psychocomportementaux dits positifs, agitation, déambulation, hyperactivité, agressivité, insomnie, troubles sexuels, stéréotypie. Ce sont des troubles dits productifs. C'est vrai que ceux-là, on les voit bien. Ceux-là, on agit tout de suite, sur tous les niveaux. Tandis que les troubles négatifs, on ne les voit pas forcément tout de suite, alors que les personnes sont quand même en souffrance. Et c'est lié à une pathologie psychotique aussi, parfois, quand on a les délires, les hallucinations, les interprétations. Quand ? Alors par exemple, si on met que le diagnostic, c'est à 0 mois. Environ 36 mois avant, il y a du repli social dans 40% des cas. 20 mois avant, il y a de la dépression dans 50% des cas. 15 mois avant, persécution, 20% des cas. 5 mois avant, anxiété. Diagnostic est posé par les neuropsychologues qui font le bilan et tout, comme vous a dit M. Aquino. Après 6 mois, il peut y avoir du délire dans 10% des cas. Il peut y avoir au bout de 18 mois des hallucinations et au bout de 2 ans, l'agressivité. Alors pourquoi ? Il existe une pathologie organique parfois. Pathologie organique, ça veut dire qu'il y a une cause organique, comme la rétention d'urine aiguë. 1,5 litre d'eau dans la vessie, ça fait mal, c'est dérangeant. Un fécalome, même chose. Trouble métabolique, de la douleur ou une infection. Ça peut être une cause. Donc ça peut être par iatrogénie en fait. Quand on soigne la personne, le fait qu'on la soigne peut entraîner des pathologies. Faire la part des choses. Donc les anticholinergiques, les neuroleptiques, benzodiazépines, antalgiques à des posologies inadaptées. Très très compliqué de trouver la bonne posologie pour les personnes âgées de façon générale et les patients qui ont des troubles de la communication encore plus. Suite à un changement d'environnement, ce qu'on appelle le syndrome d'adaptation par exemple. C'est un peu comme si nous, on déménageait 6 fois d'appartement dans le mois, au bout d'un moment, on ne sait plus où sont les toilettes, c'est un peu agaçant. De manière générale, à l'occasion de n'importe quel événement, même parfois insignifiant. Alors simplement dans le cadre de ce qu'on appelle entre guillemets la démence. Les troubles psychocomportementaux sont là parce que la personne a atteint d'une démence.
a fortiori pour les patients ayant une personnalité sous-jacente particulière, donc peut-être trouble de la personnalité associée. Alors, stratégie thérapeutique, les stratégies médicamenteuses, commençons par traiter les éventuelles pathologies organiques, dont je vous ai parlé, globules urinaires, et attention au traitement confusiogène. Les non médicamenteuses, moi je mets les rééducations là, les métiers de la rééducation, kiné, ergo, psychomote, psychomotricien, sans tiret en fait. Parce que ce qui choque c'est le tiret, mais c'est pas de travailler avec les ergothérapeutes, heureusement qu'on est ensemble, c'est vrai. Orthophoniste, pourquoi pas pédicure podo, ergothérapeute, je l'ai dit, qui c'est qui me mente, orthoptiste, j'en ai pas beaucoup vu en gériatrie, ça peut servir. Diététicienne, capitale. Suivi psychologique et évidemment, accompagnement par les soignants. Aide-soignant, IDE, AMP, qu'est-ce qu'on a d'autre? Assistant de soins en gérontologie. Même les agents de service hospitalier, en fait, ils ont un rôle parce qu'ils sont tous les jours avec les patients dans les chambres. Débarrasser les sols, débarrasser les plateaux, repart, et s'occuper des surfaces au sol. Ils ont des contacts avec les patients. Ils ne sont pas assez formés aussi. Donc accompagnons par les soignants vers certaines attitudes à éviter et d'autres attitudes à favoriser. Alors, il y a quoi comme trouble? Ce soir, moi, je ne vous parle que de cela. Il y en aurait d'autres, il y en aurait plein d'autres, hein, mais je choisis cela. Questions répétitives, déambulation, agitation et colère. Crise violente, tristesse, désintérêt, apathie, perte d'objet, hallucination, désinhibition, sommeil. On va les aborder un par un. Questions répétitives. Alors souvent, elles sont liées à une anxiété de fond. Le patient cherche à communiquer pour calmer ses angoisses. Malheureusement, il n'a pas les moyens d'exprimer « tiens, je ressens de l'angoisse ». Il ne peut pas l'exprimer, donc il va répéter les mêmes questions. Ces questions peuvent être aussi simplement l'expression de troubles cognitifs, du type persévération dans les démences frontotemporales ou les troubles mnésiques. Il a oublié qu'il a posé la question. Donc qu'est-ce qu'il faut favoriser concrètement? Évidemment, il faut rassurer, écouter. Pas seulement entendre, mais il faut écouter pour de vrai. Valider le fait qu'on a écouté. Il faut répondre sans s'énerver et sans reproche, ça va de soi. Rechercher la cause de son anxiété, c'est pareil. Tout ça, là, en théorie, sur diapo, ce soir, ça paraît évident, mais sur le terrain, c'est pas pareil. Ça va trop vite parfois. Établir un contact physique, encore une fois, seulement s'il est toléré, évidemment. Sortir du champ visuel, par exemple, si nécessaire. Comme ça, la personne n'a plus d'interlocuteur pour poser sa question. Mais ça peut servir à soulager son angoisse. Elle n'a plus besoin de savoir quelle question je vais poser. Donc il faut éviter évidemment que j'ai répondu déjà 10 fois, vous m'avez déjà posé la question, ça ne sert à rien. Il faut répondre par une question difficile, ça sert encore à rien, ça ne fait que compliquer les choses. Question inutile, ou par des propos compliqués, propos inutiles, en croyant qu'on va noyer le poisson. Ça ne marche pas, parce que le patient il aura oublié ce qu'on lui a dit, il va revenir. Tandis que si on passe un vrai temps avec lui à l'écouter pour de vrai, et à poser des questions directes, on va y venir tout à l'heure, ça marche mieux. Donc répondre par un mensonge, il n'y a rien de pire, le patient il le sait. Pour couper court, on croyait qu'on va botter en touche. Déambulation, comportement fréquent dans les maladies démentielles. Il peut exprimer de l'anxiété, l'angoisse, ou une recherche de repères en fait. Recherche spatiaux, recherche même temporelle parfois, quand il se lève la nuit, ou le volet est fermé l'après-midi, il croit qu'on est à la nuit. Donc parfois anxiété. Qu'est-ce qu'il faut favoriser? Rechercher la cause, que cherche la personne, où veut-elle aller? Avec des questions simples, pour éviter le pourquoi. Rassurer, réorienter progressivement à ici et maintenant. C'est-à-dire la petite dame de 88 ans qui sort de la salle à manger et qui dit « maintenant c'est l'heure, j'allais chercher mes enfants à l'école », où est la ligne de métro numéro 6, c'est évident qu'elle n'est pas ici et maintenant, qu'elle est revenue un peu dans le passé en fait. Donc il faut pas rentrer dans son délire, ni le cautionner, mais il faut la faire parler là-dessus, et petit à petit la ramener à la réalité de ici et maintenant, en lui donnant des indications dans les questions, du genre, vous allez chercher vos enfants à l'école, ils sont dans quelle école, ils sont dans quelle région? Ah, ils habitent toujours là-bas. Vous voyez, petit à petit, vous amenez progressivement à ici et aujourd'hui. En lui disant à la personne, mais là, en partant de l'hôpital Léopold-Bellan, vous allez faire comment pour y aller? Je lui donne une indication, vous êtes dans l'hôpital Léopold-Bellan. Donc la personne, elle va tilter un peu et se dire, mais ça ne correspond pas avec la réalité que je vis, moi. Enfin, il y a plein d'exemples cliniques comme ça. Favoriser l'activité physique adaptée. Marche, vélo, activité de la vie quotidienne. Il ne faut pas oublier que l'aide à la toilette, tout ça, c'est un véritable sport.
une vraie activité physique adaptée, la rééducation, les rééducations, réadaptation, réhabilitation, prévenir les chutes, sécuriser l'environnement, libre circulation et des chaussures adaptées. Adaptées, c'est-à-dire que le talon, il est tenu dans la chaussure. Donc il faut éviter de réprimander, on n'est plus en maternelle, menacer de punition, on n'est pas ses parents, c'est encore pire, contraindre physiquement, faire obstacle avec son corps, parer, pousser la personne, saisir. C'est très tai chi chuan, ça. Quand on contraint la personne, ça énerve, hein, sans doute. Mettre des sédatifs, ça peut augmenter les risques de chute et la confusion. Parfois, on n'a pas forcément le choix, on en discute en équipe et c'est validé en équipe avec la prescription du médecin, évidemment. On peut mourir de la déambulation, hein. On se déshydrate, on peut avoir faim, personne ne sait plus boire et on peut mourir de déshydratation. Donc il ne faut pas forcément laisser faire les déambulations. Ah, agitation et colère. C'est multifactoriel, hein. Elles sont les plus fréquentes dans certains types de démence. Elles ont souvent un facteur déclenchant, pratiquement tout le temps. Parfois mineur, mais source d'une contrariété complètement disproportionnée pour la personne. Alors qu'est-ce qu'il faut favoriser? Rechercher une cause organique, évidemment, devant toute agitation. Douleur, constipation, rétention d'urine, démangeaison. Il y en a certainement d'autres, hein. Vous me direz après vos exemples cliniques. Communiquer et éliminer le facteur déclenchant. Alors, il faut penser à donner à boire. Ouais, quand on marche, on se déshydrate. Instaurer une ambiance apaisante, que ce soit par de la musique ou alors la luminosité. Parfois, quand on baisse la luminosité, ça ralentit la déambulation, voire ça la stoppe. Mais il ne faut pas mettre la personne en danger, il ne faut pas la mettre à déambuler dans le noir, évidemment. Je n'ai jamais dit ça, hein. Éviter, réprimander, toujours pareil, hein. Avoir peur et crier, ça énerve de crier. Avoir peur, on peut avoir un sentiment de peur, il faut essayer de se dire que c'est professionnel, de l'avoir avec distance, et c'est contagieux en fait la peur, hein. Ça crée une peur chez l'autre, c'est tonico-émotionnel. Donc du coup, réaction de peur, première réaction, agressivité. Contraindre, empêcher la personne de faire, c'est une forme de contention, hein. Ou enfermer la personne dans sa chambre carrément. Les crises violentes, ça c'est vraiment aigu. Ça, on est vraiment au cœur de l'aigu. C'est pour ça qu'ils sont hospitalisés en UNPG. Là. Comme ça que je reçois, quand les patients arrivent, moi ils sont dans cet état-là, ils en sortent. Ils sont passés un peu par les urgences où ils ont été perfusés, attachés. Et quand ils arrivent dans l'unité, on les détache, on les déperfuse. Les psychogériatres avec qui je suis, ils enlèvent tous les médicaments, puis après ils revoient. Parce que souvent, ils ont plus à manger de médicaments que... Souvent impressionnante, le patient ne se maîtrise plus. On n'est plus du tout dans le contrôle, c'est purement émotionnel, hein. Donc, il n'y a pas le raisonnement. On ne peut pas raisonner avec l'émotion. Donc, sans que le facteur déclenchant soit forcément identifié, en général révélateur d'un grand mal-être. C'est évident que ce n'est pas pour jouer, pour faire semblant. Favoriser, toujours rassurer, apaiser. Adopter un ton plus bas que celui de la personne. Ça ne sert à rien de rehausser le ton, ça fait l'escalade. Exprimer que l'on a vu que quelque chose se passe pour la personne et lui demander si l'on peut faire quelque chose pour elle. Alors ça, c'est très les psychiatres. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Ça, le patient, ça le soulage. Ça veut dire, d'une, on l'a écouté, deux, on l'a entendu, trois, on l'a validé, et en plus, on peut peut-être faire quelque chose. Ce sont des mots simples, mais il faut prendre le temps de se poser avec la personne pour les lui dire. On en est à avoir un contact physique et visuel, physique s'il est toléré, de face, rien à cacher, on ne se met pas de profil. Ce n'est pas une agressivité non plus de face comme ça, c'est de face. Il voit la personne en entier. Geste lent, souple. Je dirais mou, arrondi, ralenti. C'est du tonus musculaire en fait, c'est contagieux. Ça, si nous on est détendu, on fait des gestes lents, le patient va être infecté, je vais dire, par ce bon tonus. En cas de persistance de la crise, sortir du champ visuel, on tourne le dos simplement, des fois, ça suffit. Puisque la personne n'accroche plus notre regard, n'a plus notre visage, notre face, n'a plus d'éléments pour décharger son agressivité et son angoisse. Parfois, tourner le dos, ça suffit. Mais sinon, il faut partir, quitter le champ visuel, aller dans le couloir, à côté. On en était où, hein? Quitter le champ visuel. Perdu là. Rechercher la cause et la noter. Noter les conditions de fin de crise. Ça, c'est très important pour les équipes infirmières, aides-soignantes, tous les soignants. Noter la fin de la crise. C'est peut-être simplement parce qu'on lui a mis des RIC qui s'est calmé. Mais il faut le noter. Ça paraît évident, mais il faut le noter.
Parfois isoler la personne, bon, sans l'enfermer complètement dans une pièce, pour éviter un phénomène d'amplification et de propagation au groupe. On n'est pas obligé de fermer la porte, pas de fermer à clé, mais on peut la laisser entrouverte simplement et puis surveiller. Peut-être que quand la personne est isolée dans les murs, peut-être que ça va calmer les choses, parce que c'est peut-être le groupe qui va l'exciter. Éviter, montrer sa peur. Voilà, ça c'est pas forcément évident. Des fois c'est très spontané, ça part tout seul. S'énerver. Donc l'effet mimétique avec réflexe défensif d'agressivité, ce que je vous disais, réaction première, on agresse en retour. Hein. Immobiliser ou contraindre, élever le ton, donner une punition. C'est toujours la même chose. Hein. Tristesse, désintérêt, fréquent en début de maladie, souvent lié à la conscience des pertes, des deuils narcissiques, hein, des pertes de capacité physique, capacité intellectuelle, voire des habitudes de vie, perte de rituels, des pertes identitaires. Favoriser, communiquer et écouter, sans juger. Quand on juge, on culpabilise. Souvent, culpabilité, ça va avec agressivité. Donc sans juger. On peut dire, moi, mon opinion, mais on ne peut pas dire, je trouve que vous. Vous voyez la différence? Moi, mon opinion, est-ce que si on dit à la personne, je trouve que vous exagérez? Pas la même chose. Valoriser l'image de la personne sur son statut, que ça soit à un plan social, à un plan familial, à un plan professionnel. Le statut professionnel, on revient dessus, ça marche vachement bien. Hein. C'est un peu la réminiscence aussi. Ça rappelle aux souvenirs anciens. Ça permet de calmer un peu les choses et puis de valoriser les personnes. Donc il faut rassurer aussi sur des choses simples, hein, les gestes de la vie quotidienne. Hein. Ils savent faire, ils savent boire seuls. Il faut commencer par là. Donc si nécessaire, en cas de signe de dépression, mettre un antidépresseur, les médecins prescrivent. Faire un suivi psychologique, ça semble évident. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de mettre en situation d'échec. Ah mais vous le faites exprès, allez, remontez-vous le moral, ça sert à rien, ça fait culpabiliser. Tout de suite. Culpabilité, agressivité. Je me suis répété là, je crois. Donc juger l'attitude de l'autre, faire comme si tout allait bien, c'est-à-dire banaliser ou être dans le déni, ça sert à rien. Apathie, donc la personne perd vraiment les initiatives. Hein. Lié le plus souvent à la démence, mais toujours éliminer une dépression. Alors, il faut favoriser quoi? Essayer des activités différentes en connaissant bien les centres d'intérêt de la personne. Connaître bien les centres d'intérêt de la personne, il faut connaître ses centres d'intérêt de aujourd'hui, ici et maintenant. Pas les centres d'intérêt de sa vie professionnelle, parce que si par exemple il était, c'est un exemple clinique, hein, il était céramiste le monsieur, il fabriquait des céramiques, et il découpait avec des ciseaux à céramique, mais en fait comme il était apraxique, il avait des problèmes de réalisation des gestes, bah, on a arrêté quand il a commencé à se couper l'os en fait. Donc ça le mettait en échec. Mais des centres d'intérêt de ici et maintenant, qu'est-ce qu'il aime bien? Être dans le salon, être dans la chambre, quelle lecture, quel magazine, quelle chaîne de télé, la radio, pas la radio, la lumière, etc. Discuter, pas discuter. Éliminer les traitements qui endorment. Donc essayer les antidépresseurs, faire des fenêtres thérapeutiques dans des dépresseurs, voir les anticholinesterasiques, vérifier qu'il n'y a pas de douleur. Toujours, hein, quand il y a beaucoup de douleur, parfois les patients ils ont ce qu'on appelle l'atonie psychomotrice, c'est-à-dire qu'il y a un désinvestissement complet en fait, du corps, il est complètement hypotonique, le regard du patient suit même plus celui du soignant, et le patient regarde le psychomote, enfin le soignant, quand le soignant a le dos tourné simplement. Et la personne n'a même plus de force pour exprimer qu'elle a mal. Elle économise ses mouvements. Où on en est, vérifier qu'il n'y a pas de douleur. Donc il ne faut pas mettre le patient en situation d'échec, même chose, la culpabilité. Ne pas juger ou donner son opinion sur le moral de la personne. Il ne faut pas juger ou donner son opinion morale sur la personne. Il ne faut pas émettre de jugement de valeur sur ce qu'elle pense ou ce qu'elle dit. Juste l'entendre, l'écouter, le valider, suffisant. Alors ça c'est très fréquent, ça commence par là. Hein. Perte d'objet. Alors, trouble de la mémoire, une désorientation. Donc ça commence, souvent c'est ce que je vois moi en fait. Les lunettes, l'appareil auditif, puis l'appareil dentaire, ça va dans cet ordre-là. Si on peut faire une généralité, quand ils arrivent à l'hôpital, maison de retraite, voire à domicile aussi, hein, ils perdent ces objets-là, ces objets personnels, hein, prolongement narcissique de soi en gros. L'appareil dentaire, la canne simple, le déambulateur, au bout d'un moment ils ne savent plus gérer un déambulateur ou une aide technique à la marche. Le fameux sac à main, qui peut empêcher de faire des groupes thérapeutiques parce que la dame ne veut pas se séparer du sac à main. Donc il faut faire le groupe avec le sac à main. Bientôt, ça sera les téléphones portables qui vont perdre. Ça existe déjà. Hein. J'en ai quelques-uns. Hein.
Donc il faut favoriser, par exemple pour les bijoux, il faut laisser uniquement les bijoux liés à un souvenir significatif, fort et heureux. C'est-à-dire qu'ils soient investis le plus possible au niveau émotionnel pour que le patient puisse s'en souvenir le plus. L'argent, bon, il faut laisser quelques faibles sommes d'argent, renouveler régulièrement, c'est vraiment symbolique, c'est pour rassurer la personne. Chéquier, le mettre au coffre de l'hôpital ou de l'établissement ou dans un endroit sûr, quoi. Prévenir que les chèques seront faits ensemble, vérifier le contenu des corbeilles à papier, à linge, avant de les vider. Faut penser à des petites choses comme ça. Les appareils dentaires, ils sont dans les corbeilles à linge en général. Enfin, à mon hôpital. Limiter les possibilités de, entre guillemets, cachette. Le patient désorienté, il croit bien ranger à la bonne place et en fait, comme le souvenir ne reste pas fixe, et ben, il y a plusieurs cachettes dans la maison, au bout d'un moment, on ne sait plus où et quoi. Et il ne sera pas retrouvé. Étiqueter les objets des personnels. Les lunettes, on peut les étiqueter, l'appareil auditif, ok, l'appareil dentaire, c'est plus difficile. Ça se fait graver, alors il faut faire une demande spéciale, ça se fait graver. Mais tout le monde n'est pas au courant que ça se fait graver. Donc il faut, moi je dirais que c'est un peu comme les... vous savez, je fais le parallèle avec les personnes malvoyantes ou aveugles. Il faut mettre toujours les mêmes choses aux mêmes endroits, et il faut même carrément faire un petit meuble dédié aux objets, entre guillemets, précieux, c'est-à-dire qui ont de la valeur pour la personne. Pas forcément des bijoux et des liasses de 500 € et tout ça, mais des objets personnels. Que la personne continue à maintenir son identité. Il faut éviter de reprocher la perte d'objets. Évidemment, ce soir ça coule de source quand je vous dis ça, il ne faut jamais reprocher ça. Culpabilité, agressivité. Il faut éviter de créer des conflits, il faut éviter de cacher des objets potentiellement dangereux. J'ai reçu un monsieur, là, un monsieur vietnamien, 97 ans, valide et indépendant, non autonome, qui a essayé d'étrangler sa femme, qui s'est battue avec elle parce qu'elle cachait les clés de l'appartement pour pas qu'il sorte. Donc quand il a compris que c'était elle, bah, c'était un conflit conjugal, comme ça arrive partout, hein, c'était pas pathologique. Mais la femme a eu très très peur, 96 ans. Et pas grande. Et donc du coup, il était en état de confusion, agité et tout, mais elle avait caché les clés en pensant bien faire, pour sa propre sécurité, pour pas qu'il sorte. La clé de voiture, ça c'est l'étape capitale, ça. La clé de voiture pour le monsieur ou la dame qui a Alzheimer, c'est terrible. Terrible, terrible. C'est des négociations familiales très dures. C'est symbolique de l'indépendance et de l'autonomie, hein, la clé de voiture. Hein. Très personnel, hein. Chacun sa clé. Chacun sa voiture. Chacun son téléphone. Il ne faut pas s'offusquer si la personne prétend à tort avoir été volée. Ça fait partie de ce qu'on appelle les mécanismes de défense psychologique que les patients vont mettre en place pour essayer d'expliquer leur situation. Comme ils ne vont pas pouvoir dire « Ah bah, j'ai oublié ou je l'ai rangé », ils ne peuvent pas dire ça. Parce que quand on a un réel trouble de la mémoire, on oublie qu'on a oublié. On ne peut pas. Donc la personne, elle va essayer de trouver une explication. Alors par exemple, elle va dire « Oh, on a dû me voler ». Mais c'est naturel, elle le dit naturellement. Ça part du fond du cœur, cordialement. Alors là aussi, hein, si vous croyez vraiment lui poser la question « C'est où la dernière fois que vous l'avez mis ?» bah ça ne marchera pas non plus. Ça paraît évident, hein, et logique, mais quand on est sur le terrain, bah, on est loin de tout ça. On a du mal à retrouver ça. C'est bon à répéter chaque jour, chaque fois. Il peut y avoir des troubles psychocomportementaux, donc du genre psychotique, les hallucinations. La personne entend, voit ou sent, odeur ou toucher, hein, des choses qui n'existent pas. C'est pas évident. Hein. La dame, elle dit, vous voyez les chats là sur mon mur? C'est pas évident. Comment réagir? Comment réagir? Donc il faut rechercher une cause organique, toujours. Rassurer, sécuriser, par rapport à un danger potentiel, un danger physique, rassurer la personne par rapport au ici et maintenant, au ce qu'on appelle le réel, hein, concret. Établir un contact visuel, auditif, kinesthésique. Le réel, ce qu'on appelle le réel, quoi, revenir à la réalité. Toucher, caresser, embrasser, pincer, mordre, griffer, non, quand même pas, mais quelque chose de concret, quoi. On touche les objets, on touche le mur, on touche les chats. Il n'y a pas de chat, je touche le mur. Rechercher si le sujet est angoissé et apeuré par rapport à ses hallucinations. Si c'est le cas, il faut tenter un traitement antidélirant, les antipsychotiques. Attention au dosage, c'est toujours très difficile. Sinon, respecter les hallucinations, c'est pas dérangeant. Hein.
La dame, elle compte les 10 chats sur le mur. Ah non, mais ils sont bien, je dors avec, ils sont très bien. C'est pas dérangeant, c'est pas grave. On peut laisser les hallucinations. Il faut éviter évidemment de rentrer dans le conflit, dans l'opposition, en réfuter catégoriquement l'existence des voix, des visions ou des sensations, même physiques, hein, qui semblent réelles aux patients, ça ne sert à rien. Mais non, je ne vois pas de chat là. Ah ben si, il y a des chats. Vous ne voyez pas les chats, vous n'avez pas vos lunettes, moi je les vois. La discussion, ça va être ça, quoi. C'est un dialogue de sourds, entre guillemets. Donc il faut écouter la personne et lui faire toucher le monde concret, quoi, le réel. Et rassurer, surtout rassurer. Désinhibition. Donc ça c'est productif, ça se voit bien. Hein. Ça se voit trop bien même parfois. Hein. C'est même dérangeant. Verbale d'attitude, elle est particulièrement dérangeante, perturbante, institution. En collectivité, ça veut dire vie en collectivité, institution. Il s'agit de troubles du comportement sexuel avec exhibitionnisme. Donc c'est le monsieur qui va se déshabiller, hein, tout nu dans le couloir, devant les dames et tout. La dame aussi qui, parfois quand ils font l'accompagnement, l'aide à la toilette, il y avait une dame qui en fait disait aux aides-soignants « Oh oui, touche-moi, touche-moi, touche-moi ». Bah, c'est de la désinhibition. Et donc les aides-soignants n'arrivaient pas à avoir du recul, et le premier au premier degré. Donc au bout d'un moment, ils ont réussi avec la psychologue à bosser là-dessus, à signifier « Je ne suis pas là pour ça, je repasse dans 10 minutes ». Et les choses se sont apaisées. Mais ça peut être simplement ça, hein. Tous les soins intimes. Je ne vous parle pas des messieurs qui déambulent, qui vont de chambre en chambre et qui font des attouchements aux patientes qui ne peuvent pas se défendre. Ça existe aussi. Donc il faut repérer les situations les plus fréquentes, repérer les, entre guillemets, victimes de cette désinhibition, les préserver en imposant une distance avec le patient. On peut aussi essayer de rendre difficile un exhibitionnisme par des vêtements difficiles à enlever, type salopette, grenouillère. Alors grenouillère, c'est le truc manche courte pour dormir, là, avec fermeture claire dans le dos. Je l'ai en dessous, moi je vais vous... Non, je ne l'ai pas. On fait aussi les pantalons à l'envers. On met le pantalon avec le boutonnage derrière. Ça se voit aussi. Alors, il faut éviter réprimander de façon violente, prendre la situation sur son propre compte, c'est-à-dire ne pas coller à la situation. Il ne faut pas rire des propos des situations, parce que c'est pas drôle en fait, ça fait partie de sa pathologie. Enfin, je ne nous le souhaite pas, j'espère. Penser que la patiente le fait exprès, que le patient le fait exprès, prend plaisir à provoquer, il ne s'agit pas de ça. On n'est pas dans une perversion sexuelle, c'est pas la même chose. Alors relevez ou exagérez les propos, il ne faut pas renforcer. Le sommeil, c'est une des causes les plus fréquentes pour les hospitalisations. Hein. Quand les dents familiales n'arrivent plus à dormir la nuit, c'est terrible. Ça, et puis la propreté aussi. Changer la literie 3 fois dans la journée, enfin 3 fois, 10 fois. Donc un des troubles les plus fréquents, il est à respecter tant qu'il ne perturbe pas le sommeil des autres habitants. Qu'est-ce qu'il faut favoriser? Respecter les rythmes du sommeil des patients le plus possible. S'il a l'habitude de dormir jusqu'à 11h du matin, c'est pas grave, on fera la toilette à 11h30. S'il se couche à 1h du matin, il peut déambuler. Développer des stratégies d'endormissement. Le lait, la tisane chaude avant de coucher, télévision, lecture. Les petits rituels d'endormissement qu'on a, nous aussi, hein, comme on fait son lit, on se couche. C'est pareil. Accompagnement pour l'endormissement des patients angoissés, les rassurer. Mettre des lits près du sol et éviter les ridelles, les barrières de lit pour prévenir les chutes nocturnes. Parce que quand on met la ridelle, ils chutent de plus haut, donc il vaut mieux les enlever. Il faut éviter de contraindre le malade qui ne veut pas se coucher, c'est insupportable, ça crée l'insomnie. Hein. Empêcher la déambulation en attachant le patient, ça semble tellement évident comme ça. Dans tous les cas, être tolérant, première chose à faire. Environnement stable et ambiance sereine, respecter le rythme du patient, lui parler doucement, éviter les trop longues siestes, faire des siestes 3/4 d'heure, le café du soir, l'alcool, prévoir une activité physique dans la journée, possibilité de déambulation bien chaussée, ne pas surprendre le patient, surprise c'est un peu comme une agression. Donc il faut savoir respecter une symptomatologie hallucinatoire ou délirante si elle est bien supportée, encore une fois, par le patient. Éventuellement, dans les mesures des possibilités d'organisation des soins, arrêter temporairement de s'occuper d'une personne qui a cristallisé son trouble du comportement vis-à-vis d'un soignant particulier. Ça veut dire savoir passer le relais. C'est-à-dire en tant que soignant, dire « moi je ne peux plus, j'y vais plus ». L'autre dit bah, « je vais essayer, c'est mon tour ». Surtout, comme avec tout patient adulte, c'est pour ça que je n'ai pas le mot régression, tout patient adulte, faire preuve de respect vis-à-vis du patient, même s'il nous paraît être, entre guillemets, l'agresseur. Ne pas adopter d'attitude provocante ni agressive soi-même.
Ça, c'est dur à identifier chez soi aussi, hein. On peut avoir une agressivité passive qui ne se voit pas. Donc, essayez de dépassionner la discussion, relativiser, dépassionner. Ne pas appeler le patient par son prénom, sauf s'il le demande ou si cela rassure, si ça aide à la thérapeutique, aux soins. Décision aux réunions pluridisciplinaires, pas d'initiative personnelle, il faut en parler en équipe avant. Évidemment, ne jamais tutoyer le patient, parce qu'en plus, ça désoriente, ça rend confus. Ne pas garder les cochons ensemble. Pas de familiarité du genre papy-mamie. On ne remplace pas la famille du patient. Surtout quand on a les enfants qui vous voient leurs parents. C'est terrible, et qui ne les appellent pas papy ni mamie. Ils les appellent madame et monsieur. Respecter, communiquer. Merci pour votre écoute. Merci.